Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, le fameux Stuck refait parler de lui. Il pense que la pénalité de Red Bull se verra plus en 2024, pas avant. Je suis convaincu que Red Bull est déjà tellement en avance dans la planification que ça aura un impact que l'année suivante. Ils sont définitivement dans une bonne position. Horner avait déclaré que l'équipe pourrait perdre jusqu'à une demi-seconde avec l'amende et la pénalisation dans la recherche, mais Stuck est sceptique. Je pense que convertir la pénalité en un chiffre est exagéré. Après la pénalité affligée à Red Bull, Stuck a perdu espoir dans le fonctionnement du plafond budgétaire. Je pense que c'est une grosse blague. Si une équipe loue une soufflerie et règle un aileron, personne ne peut la contrôler de toute façon. Comment est-ce que ça va se passer? Vous devriez plutôt faire des règlements pour la Formule 1 qui rendent tout très clair. Pourquoi n'y a-t-il pas une norme aérodynamique comme en Amérique? Vous pourriez économiser des millions en coûts. Ah bah alors du coup, ce serait une formule monotype. Et ce serait plus du tout de la F1 là. Je ne suis pas d'accord, Joachim, donc tu arrêtes tes délires. On n'est pas d'IndyCar ici quand même. Hein. Pour moi, ce serait une façon beaucoup plus sensée que de vérifier s'il y a de la restauration ou des congés maladie. Maintenant, après chaque décision, les équipes arrivent avec 3 avocats. Il doit s'agir clairement d'un règlement qui ne peut être contesté. Maintenant, tout le week-end à porter sur la limite budgétaire des performances de Max Verstappen est presque passé inaperçu. Oh mince, c'est tellement dommage. Bon bref. Après, quand il dit qu'ils ont de l'avance sur le programme, effectivement, oui, on peut craindre que 2023, ça sera une année de domination de Red Bull, même si je pense que ce sera quand même moins dominant qu'en 2022, enfin j'espère. Et pour 2024, ça c'est la grande interrogation. Voilà, je vous laisse réagir aux propos de ce cher Stuck. Ciao. Bon, comme on a vu tout à l'heure, Norris est malade, mais j'apprends que McLaren mettrait De Vries à sa place si vraiment il y a besoin de le mettre à sa place. Voilà. Mais le mec, il va faire combien d'écuries? C'est n'importe quoi, sérieusement. C'est vraiment le remplaçant de luxe De Vries à cette saison. Hein. Bon bref, on va attendre de voir, évidemment, normalement, bon, il devrait aller mieux demain, hein, il a encore quelques heures pour s'en remettre, toute une journée quasiment, au final, donc je pense que ça devrait aller. Par contre, si c'est pas une intoxication alimentaire et que c'est autre chose, là, effectivement, De Vries, il va être content, parce qu'il va rouler à la McLaren, il va peut-être battre Ricciardo. S'il prenait la piste avec McLaren à Tarago, ce serait la 4e équipe pour laquelle De Vries a piloté cette saison. Le pilote de 27 ans a apprécié donc les séances FP1 pour Williams, Mercedes, donc Williams Barcelone, Mercedes Paul Ricard, Aston Martin Monza. Mais l'indisponibilité soudaine d'Alex Albon au Grand Prix italien en raison d'une appendicite a conduit De Vries à faire ses débuts en Grand Prix. Bref, ça on est au courant. Donc incroyable, imaginez De Vries chez McLaren, 4e équipe cette saison, ça serait fou quoi. Je vous laisse commenter. Vettel révèle avoir songé à quitter la Formule 1 en 2019. Leclerc le dominait, les déceptions s'accumulaient chez Ferrari. Bah en vrai, il aurait peut-être dû. Il serait peut-être revenu en cette année ou en... Ouais, il aurait pu quitter en 2019 et revenir en 2022 par exemple avec les nouvelles réglementations, ça lui aurait fait une pause. Bon après c'est toujours dur à dire, hein, mais bon. Alors en voyant son voisin de garage le dominer, Vettel, alors âgé de 32 ans, commençait à se poser des questions sur son avenir. Leclerc n'était pas accablé par les déceptions, confie le quadruple champion du monde. Il prenait le volant et appuyait sur l'accélérateur, il avait moins de poids sur les épaules. Il pilotait comme je le faisais dans mes premières années en Formule 1. De plus, Ferrari avait une nouvelle fois déçu en 2019 en ne parvenant toujours pas à tenir le rythme de Mercedes. Pour Vettel, qui a déjà perdu les titres en 2017 et 2018, ça commençait à faire beaucoup. Oui, surtout qu'on se rappelle de la manigance du moteur en 2019. Ça m'a fait quelque chose que je n'ai pas directement compris de cette manière. Dépenser tant d'énergie 2 années de suite et revenir les mains vides à chaque fois. Ça m'a fait naître des doutes. Est-ce que je peux encore réussir? Vettel disputait finalement la saison 2020 chez Ferrari, qui sera de loin la pire avec l'équipe italienne, puisqu'il terminera 13e du championnat avec 33 points au compteur. Je crois que, clairement, pour un quadruple champion du monde, c'est vraiment la saison de la honte. Hein. Franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé à cette saison, mais c'est un résultat dégueulasse, quoi. Il s'est fait juste atomiser par Leclerc. Transféré chez Aston Martin la saison suivante, l'Allemand affirme ne pas regretter d'avoir rejoint une équipe encore en phase de construction, tout en admettant une nouvelle fois que le manque de résultats avait tout de même joué sur sa décision de quitter le sport. D'une certaine manière, j'avais encore des comptes à régler avec moi-même. Est-ce que je peux encore le faire? Suis-je encore assez bon pour être à l'avant en Formule 1? Ce transfert n'était pas une erreur. Pour répondre à ces questions ouvertes, ce temps a été très utile. Cependant, il est vrai que le fait que je ne sois pas dans une voiture me permettant de démontrer ce dont je suis capable à contribuer à ma décision. Voilà, donc est-ce qu'il reviendra un jour en F1? Vettel, rien n'est sûr. Ça dépendra de sa motivation, de si ça lui manque vraiment beaucoup, etc. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Alors, il y a tellement pas de news aujourd'hui que, écoutez, on va traiter celle-là. Hein. Une Ferrari de Schumacher frôle les 15 millions d'euros. La F1 italienne a été vendue aux enchères, incroyable. Hein. Il s'agit d'une Ferrari F2003 GA qui a été pilotée par Schumacher lors de son obtention du 6e titre en 2003 donc.
Pas la plus simple pour Ferrari cette saison 2003. Il s'agit du châssis 229, un des 4 ayant remporté 5 victoires ou plus lors de la carrière du 7e champion du monde. C'est à Genève que la maison d'enchères a vendu la monoplace pour un montant de 14,8 millions d'euros. La société espérait qu'elle atteigne 9,4 et les résultats ont donc largement surpassé les attentes. Ah oui, clairement. Le record étant de la Mercedes W196R de 54, vendue en 2013 pour 29 millions d'euros. Cette voiture extraordinaire a atteint un record mondial pour une Formule 1 moderne. En effet, elle a battu assez nettement les 7,5 millions d'euros atteints par une autre Ferrari, la F2002. Très bien. Écoutez, les collectionneurs de Ferrari vont être contents. Enfin, je sais pas qui a gagné cette voiture, enfin, qui a gagné l'enchère, on va dire, mais il doit être riche. Hein. Allez, je vous laisse commenter. Et Lando Norris, victime d'une intoxication alimentaire hier soir, incroyable. McLaren lui a dit de rentrer à l'hôtel, donc pour le reste de la journée. Ceci est dû au fait que selon la formation britannique, le pilote se sentait pas bien, peut-être à cause d'une intoxication alimentaire. L'équipe espère pouvoir l'accueillir à nouveau sur la piste vendredi. Ah, faudrait pas qu'il rate la course, Lando, là. Absent de la conférence de presse, le Britannique se reposera à son hôtel pour monter dans la voiture, donc, et être en état de faire les EL1 vendredi après-midi chez nous. Sachant que, dès le soir, hein, il y a les qualifs, vu qu'il y a une course sprint le samedi. Les enjeux sont faibles pour Norris lors des deux derniers week-ends. Le pilote est 7ème du championnat du monde avec 101 points de retard. Oui, enfin, les enjeux pour les pilotes, oui. Sauf qu'ils oublient le championnat constructeur. Il y a quand même la 4ème place en jeu pour McLaren. Donc, il y a n'importe quoi, cet article-là. Hein. Franchement, ils oublient la moitié du championnat, quoi. Il n'y a pas que le championnat pilote. Hein. Bon, bref, en espérant que, évidemment, Norris se rétablisse et qu'il soit en piste dès ce vendredi pour les EL1. Bon, si c'est qu'une intoxication alimentaire, ça devrait aller. Dans quelques heures, une bonne nuit de sommeil et puis c'est rare. Allez, je vous laisse commenter. Hamilton vise sa première victoire de l'année au Brésil ce week-end. Ça va pas être simple, mais bon, pourquoi pas. J'ai besoin de toute l'énergie que nous pouvons obtenir. Nous devons monter ce drapeau brésilien tout en haut du podium, a déclaré Hamilton ce mercredi à quelques journalistes locaux lors d'un événement organisé par le sponsor de l'équipe Mercedes, Petronas. Vous savez quoi ? Je suis sûr que si Verstappen gagne, c'est lui qui va le faire. Juste pour troller Hamilton et se mettre les Brésiliens dans la poche. Tous les coups, ça va être ça, quoi. On rappelle que sa girlfriend est brésilienne, à Verstappen, donc bon. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il fasse ça, en vrai. L'an dernier, au Brésil, Lewis Hamilton était protagoniste d'une remontée spectaculaire. Bon, ça, ok. Au total, Hamilton a réalisé 25 dépassements sur l'ensemble du week-end 2021, ce qui laisse penser au directeur de la stratégie chez Mercedes que la course à Interlagos sera une des meilleures opportunités pour son équipe de remporter une première victoire cette année. Oui, mais les haters diront que l'année dernière, Lewis au Brésil avait un moteur cheaté. Ça, j'arrête pas de le lire dans les commentaires, c'est incroyable. Il avait juste un moteur neuf, en fait, qu'il pouvait utiliser à pleine puissance. Bah oui, ça aide, certes, mais son moteur n'était pas cheaté. C'est quoi cette vidéo, là ? Voyons. Alright, on top of the moon. Lewis. With Lewis right here. Magnifique. My brother came all the way to the top of Providencia to get on the top of the moon. Regardez Lewis Hamilton qui veut se suicider. Imaginez, il tombe, là. Yeah, bro, Prends des risques, Lewis, hein, l'escalade. Wow, dude. This is crazy. Oh là 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 là. Trop de risques pris par ce pilote. Il était en visite à Rio, je crois, d'après ce que j'avais vu. Avec plein de gens. Et là, Nelson Piquet arrive et le pousse et le tue. Bon bref, on comprend rien, c'est du portugais. Hein. James Hall, c'est une piste sur laquelle nos deux pilotes sont généralement bien comportés. Il y a une course sprint où vous pouvez marquer plus de points. Et quand vous avez une voiture à quelques dizaines de vos concurrents, vous pouvez faire bouger les choses. 40 points de retard donc, par rapport à Ferrari. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Écoutez, je vous laisse commenter, ciao. Emerson Fittipaldi qui remet un peu une pièce dans les polémiques. Alors décidément, encore un Brésilien, hein. Ils ont l'air de pas apprécier Lewis, les Brésiliens. Enfin, les vieux Brésiliens, on va dire. Les vieux racistes, n'est-ce pas ? Récemment, Alonso a critiqué Hamilton, expliquant que les 7 titres mondiaux du pilote valaient moins que les 2 de Verstappen. Selon lui, ils étaient trop peu disputés pour avoir de la valeur. Et du coup, Fittipaldi est d'accord avec ça. Très difficile à analyser, mais le point que Fernando a mentionné a du sens, parce que maintenant, c'est extrêmement compétitif, beaucoup plus que lorsque Lewis gagnait les championnats, et que c'était contre ce coéquipier. Malgré le fait que Verstappen ait gagné 14 des 20 courses déjà disputées, un record dans l'histoire, Fittipaldi prend le parti d'Alonso. Maintenant, vous avez Max qui est contre beaucoup de gens différents. Ah oui, il est vraiment contre beaucoup de gens différents, effectivement, oui. Ouh là là, quelle concurrence en 2022, effectivement. Le niveau, l'écart entre les 5 premières voitures de toutes les qualifications cette année est très proche.
Mais on s'en fout des qualifs en fait. C'est pas aux qualifs qu'on marque des points. Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, je sais pas. Faut regarder les écarts en course plutôt. Beaucoup plus proches que lorsque Lewis et Rosberg ou Lewis et Bottas étaient là. Ils étaient assez supérieurs au peloton. Maintenant, le peloton est très serré, j'aime ça. C'est incroyable de donner une tribune à ces gens, quoi. Franchement, je comprends pas. Fermez-la, quoi, vraiment. Hein. Lui, il doit avoir le seum aussi que Hamilton a été couronné citoyen d'honneur du Brésil. Hein. Ils vont faire une réunion avec Piquet et ils vont le critiquer. Ils vont baver sur sa gueule à Lewis. C'est sûr et certain. Bon, allez, je vous laisse commenter. Ciao. Dernière chance pour Mick d'être sauvé par Williams. Mais bon, Williams, ils veulent Sargent. Hein. Donc, Mick serait un choix par défaut, finalement. Dans quelles conditions il continuera en F1, le pauvre, franchement. Le mec, ça serait le deuxième choix, quoi. L'Américain n'a toujours pas les points requis pour sa super licence, c'est pourquoi il sera en action ce week-end à Interlagos lors des Libres 2 à cause du week-end sprint. Si Sargent ne parvient pas à obtenir la licence F1, le patron de Williams, Yves Capito et Mick Schumacher, pourrait être candidat, tardif ou baquet. Déjà, il n'a pas encore été décidé officiellement si Mick restera chez As ou non. Ouais, d'ailleurs, ça serait bien qu'on sache. Allez, Steiner, mine-toi là d'annoncer ça, putain, c'est incroyable, hein. Donc la question le concernant reste ouverte. Si Logan n'obtient pas sa super licence, alors tous ceux qui ont de l'expérience et une super licence seront sur notre liste. Ouais, bah écoutez, c'est à lui aussi, Sargent, de faire le boulot. Hein. Maintenant, s'il se fait prendre dans un crash, malheureusement, ça sera pas de sa faute. Mais il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Il faudra qu'il attende encore au moins un an, quoi. Voilà, on verra ça et on a hâte de voir la décision de As. Il faudrait bien qu'il se décide, hein, parce que là, le suspense a trop duré maintenant. Ciao. Le sponsor Fly Emirates, qui est historique en Formule 1, quitte le navire apparemment. L'un des deux transporteurs nationaux des Émirats Arabes Unis est un partenaire de la F1 depuis 2013 et a signé son contrat le plus récent en 2018 qui doit expirer à la fin 2022. La compagnie aérienne a bénéficié d'importantes opportunités de branding et de marketing par le biais de la F1, y compris des contrats de sponsor titre de la course, de la publicité sur les pistes, des fan zones, des hot laps, ainsi que des expériences VIP pour les clients lors des Grands Prix. Toujours selon le média, le partenariat entre Emirates et la F1 allait prendre fin sans qu'il soit possible de signer un nouvel accord. On pense que la F1 demandait le double des 25 millions de dollars par an pour que le contrat soit prolongé. Malgré la perte attendue d'un sponsor majeur, on rapporte qu'un nouvel accord avec une autre compagnie aérienne du Moyen-Orient est une possibilité. Qatar Airways pourrait rejoindre la liste des partenaires mondiaux de la F1, qui comprend déjà des marques comme DHL et Heineken. Elle avait fait un cours au Qatar pour la première fois en 2021 avant que la course ne soit abandonnée en 2022. Le pays devant accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en novembre-décembre, le Grand Prix du Qatar devrait revenir en 2023, une fois de plus à Losail, au lieu de la piste urbaine construite à cet effet. En outre, le Qatar a des liens avec le patron de la F1, Dominique Callier, en raison de son travail antérieur chez Lamborghini. Et ben voilà, une compagnie aérienne pour en remplacer une autre, magnifique. Bon après, ça parle de Volkswagen, Audi, etc. Bon, bref, on a compris l'idée. Exit Fly Emirates et l'arrivée donc de Qatar Airways. Je vous laisse commenter.